Salut à tous les amis, c'est Loïc. Je vous souhaite une excellente année, le meilleur pour vous et vos familles. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amis. Évidemment, on s'abonne et on met la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon on sera pas prévenu de toutes les vidéos. Allez, bisous. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Bienvenue dans Poker Débat, votre émission de poker et de débat en ce début d'année, en ce milieu de mois de janvier. Vous avez adoré le premier conseil de coach. Il y avait du beau monde, il y a eu beaucoup de vues. On m'a dit Loïc, c'est sympa, on aime bien quand il y a ça. Et je suis là pour vous faire plaisir. C'est ce que je disais à mon ex. J'ai donc réuni un magnifique casting avec nous. Et on commence les présentations tout de suite. Il a un pull noir bizarre, mais il est beau avec ses petites lunettes. Il a l'air très sérieux. C'est Monsieur Romain Billet, Monsieur Captain Obvious. Comment ça va, l'ami? Ça va, et toi? Eh ben écoute, ça va très heureux de te voir. Vous pouvez le retrouver chez Julien RQT, on peut te retrouver sur ta chaîne. Évidemment, toutes les infos de tous ces gars-là, c'est en description. Vous allez voir, on aura le temps d'en reparler. Un peu moins connu, mais très beau car très barbu, la moustache est soigneuse, elle est même soyeuse, c'est le Bordelais. C'est ça, c'est moi Boris du coup. Enchanté d'être là Loïc. Eh ben écoute, enchanté de te recevoir à côté de toi. Messieurs, dames, vous le connaissez, coach, il avait un petit peu disparu. Il est revenu pour le meilleur et pour le meilleur. Monsieur Van CDC. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité Loïc. Avec grand plaisir. Vous l'avez vu, il a eu droit à son dans le carré. Ben ouais, mais quand on est patron, c'est ça la vie. Et lui, c'est le patron de Spinit, monsieur Raphaël Blouet. Salut Loïc, bonjour à tous, merci pour l'invite. Avec plaisir. À côté, vous êtes en train de le voir en ce moment sur la PMU TV. Il vous raconte de belles histoires, il vous montre du beau jeu. C'est monsieur Illico Bosto. Salut à tous, ravi d'être là. Et enfin, à peu près tous les 2 mois, il prend entre 30 et 500 000. Ça dépend s'il est très motivé ou juste si c'est une petite soirée. C'est le patron de Nutser, monsieur Romain Nussmann. Salut à tous, et pour le plaisir de beaucoup, parce que je passe dans toutes tes vidéos maintenant, Loïc, apparemment. Et t'aimes le plaisir. Exactement, voilà, donc pour faire plaisir à tout le monde. C'est beau ça. Les amis, je suis très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On commence tout de suite, les amis, par le premier débat. On a un beau menu. Le premier débat, les amis, il est simple finalement. On va un petit peu parler de votre expérience. Vous êtes tous des coachs. À différents niveaux, vous avez tous des élèves, beaucoup d'élèves, parfois vous avez des structures, bref, il y a de quoi être intéressé et être intéressant. Ma première question, les amis, le premier conseil que vous donneriez à un joueur de poker qui débute. On fait parler l'expérience, on fait parler le beau jeu. Monsieur Raphaël Blouet, c'est toi qui démarre pour cette première question. Ouais, j'ai un peu réfléchi du coup et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait mal à mes débuts et une des raisons de mes échecs successifs et répétés. Et je dirais que c'est vraiment important de se focaliser sur un seul format et de pas trop se disperser. Et c'est un trait qu'on retrouve chez beaucoup de joueurs récréatifs parmi les plus gros perdants des rooms. On peut les Sharkscope et on les voit, ils sont en train de jouer un MTT, une partie de PLO, un spin and go nitro. Et c'est un truc qui colle pas du tout avec le fait de devenir excellent dans un domaine. Federer n'a pas essayé de mener une carrière dans le foot en parallèle du basket et du tennis. C'est pas quelque chose qui fonctionne. Et même si c'est quelque chose qui est vachement attirant de se dire ah tiens aujourd'hui c'est dimanche, je vais lancer quelques tournois ou le lundi les sessions de cash game sont folles ou c'est happy hour, il faut que je lance des cash games. C'est un truc qui peut faire perdre énormément de temps et être vachement destructeur sur la trajectoire d'un joueur. Donc ouais, voilà mon premier conseil. Captain Obvious. Je suis assez d'accord, je rejoins assez ce qu'il dit. Je vois aussi trop de gens qui essayent de diversifier un peu leur façon de jouer au poker et surtout de leur format. Et je vois trop d'élèves au début, souvent, qui jouent par exemple Expresso, Cash Game, MTT. Et souvent, par exemple, s'ils font une session négative en MTT, ils veulent se récupérer en Expresso. Et souvent, c'est la pire des solutions. Il y a aussi une deuxième chose, je pense qu'il faut bien cerner ce qu'on veut comme objectif. Est-ce qu'on veut juste progresser au poker et ne pas perdre d'argent? Est-ce qu'on veut juste essayer d'aller plus loin? Et ensuite, bien sélectionner son coach, bien sélectionner ce qu'on attend.
Aussi apprendre à se connaître. Donc, est-ce qu'on est quelqu'un qui est plutôt autodidacte ou est-ce qu'on va plutôt essayer de refaire ce qu'on a pu voir dans des vidéos. Donc ça dépend aussi de sa façon d'aborder le contenu et de travailler son jeu. J'ai des élèves qui préfèrent aussi par exemple plus de théorie, il y en a d'autres qui préfèrent plus de pratique. C'est vraiment cerner la personne qu'on a en face de nous. Et c'est à eux de se connaître et de savoir ce qu'ils veulent aussi, je pense. Et voilà. Ok. Et- Toi, tu m'as fait un menu entier, toi. Tu Mm, m'as pas ouais, fait, tu m'as pas fait un conseil, tu m'as fait un buffet là. Mon bordelais. Moi, c'est assez simple. Moi, je conseille à mes joueurs de prendre du plaisir pour commencer. Et je pense qu'à partir du moment où on s'amuse, on prend du plaisir, on va avoir l'énergie de passer à l'action. On va pouvoir regarder une petite vidéo, rencontrer des gens qui partagent la passion, créer un groupe. Et je pense que tout passe par le plaisir de jouer et de s'amuser. Et j'aime bien aussi dire qu'il n'y a pas de mal à dépenser 50 euros par mois dans une passion au poker, à déposer 50 euros tous les mois, comme pourrait faire un joueur qui fait du golf ou n'importe quelle passion ou sport qui va dépenser de l'argent pour s'amuser. Et si ça match, si à partir d'un moment on sent qu'on prend du plaisir et qu'on a envie d'aller plus loin, ça va se faire tout seul. Donc je dirais le plaisir, prendre du plaisir de s'amuser et surtout de continuer. Bonne CDC. Il y a des très bonnes choses qui ont été dites jusqu'à présent. Je vais juste compléter par deux erreurs que je vois très très souvent dans les élèves que j'ai la plupart du temps. La première, c'est y aller vraiment mollo au niveau du multitabling quand on est marre, parce que c'est vrai que c'est très tentant, notamment dans les joueurs de tournoi, hein, parce que bon, je pourrais pas dire pour les autres variantes, mais pour un joueur de MTT, quand il y a des soirs de series, c'est vraiment très tentant pour quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'expérience ou même pas encore le matos qui lui permet de faire 12 tables sans que les tables se chevauchent. De vouloir lancer beaucoup de tables et finalement ce qui va se passer c'est qu'ils vont les jouer toutes mal et donc je me retrouve à faire des coachings où l'élève va pas relancer roi 9 suité au bouton et je vais lui dire pourquoi t'as pas joué cette main là et il va me dire bah j'avais trop de tables, du coup je l'ai passé, j'avais pas le temps. Donc vraiment moi ce que je conseillerais c'est de commencer vraiment à jouer une ou deux tables vraiment bien, puis trois, puis quatre et y aller vraiment progressivement plutôt que se lancer directement à vouloir jouer tous les tournois qui sont assez cool. La deuxième chose que je dirais, c'est au niveau du HUD, c'est pareil, c'est quelque chose qui est extrêmement tentant quand on prend un tracker pour la première fois, de vouloir mettre un petit peu toutes les stats qui nous paraissent jolies et qui nous paraissent un petit peu utiles, même si parfois, même souvent, elles le sont pas trop, et notamment pour le tournoi. Et on va avoir des élèves qui vont mettre 15, 20 stats sans vraiment savoir à quoi elles servent, sans les utiliser correctement. Ça va complètement brouiller l'écran. Ils vont faire des misclics parce qu'ils vont pas voir que quelqu'un en ralime parce que la stat sera dessus. Donc pareil, vraiment, quand on débute au poker, si vous avez un tracker, d'ailleurs je ne recommande pas forcément le tracker immédiatement après avoir commencé, mais si vous avez un tracker, commencez vraiment par des stats extrêmement basiques que vous comprenez bien et que vous interprétez correctement. Et ajoutez au fur et à mesure des stats au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise avec. Illico. Alors moi, je vais avoir une autre approche. Je rejoins un peu ce qu'a dit Boris notamment. Déjà, prendre du plaisir, je pense que c'est vraiment la base. Moi, personnellement, j'ai commencé le poker il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vraiment découvert le poker, les règles, etc. il y a 4 ans environ. Donc, je pense que je suis un des plus jeunes ici. Et je pense que le premier point à prendre en compte, c'est vraiment que ça soit un loisir au début. Pas forcément se projeter vers un avenir professionnel, pas forcément se focaliser non plus sur l'argent. Le but, c'est vraiment de prendre du plaisir, de voir ça comme un loisir. C'est un loisir qui va rythmer notre vie, d'être passionné, de choisir le format qui nous correspond. S'il y a plusieurs formats, je pense que c'est bien d'en faire des différents. Après, il faut faire attention à l'aspect dépendance, l'aspect un peu vouloir se refaire. Donc, il faut aussi mettre en garde, je pense, un peu à ce niveau-là, voir pourquoi on joue au poker. Est-ce qu'on joue pour l'argent? Est-ce qu'on joue parce qu'on aime le jeu vraiment, l'âme du jeu? Donc, c'est les principaux conseils. Puis après, tout ce qui a été dit, bien entendu, pour des joueurs qui sont un peu plus avancés, que ce soit l'histoire des trackers ou se focaliser sur un format, c'est essentiel pour aller vraiment très loin dans sa progression. Et enfin, monsieur Roman Haussmann. Alors, je m'attendais, hein, effectivement, on peut avoir plein de conseils, la liste peut être longue. Et en fait, à mon sens, après, ça reste mon point de vue, hein, chacun d'en tirer ce qu'il souhaite. À mon sens, il y a quand même un conseil qu'on peut donner qui regroupe la totalité des conseils qui ont déjà été évoqués et qu'on pourrait évoquer encore, parce qu'on pourrait en évoquer plein. C'est de s'entourer. Entoure-toi. Rejoins une communauté, un club, des groupes de joueurs, des personnes qui sont expérimentées, des coachs également, parce que là on est avec des coachs. Voilà, entoure-toi au maximum
parce qu'il y a deux éléments qui vont être très intéressants. C'est que ça va permettre d'apporter un ensemble de connaissances. Par exemple, tout à l'heure, ça a été évoqué, les problèmes de bankroll management ou de set de session, de choix de tournoi ou de motivation, tout ça, en fait, vont pouvoir être acquis à l'aide de communautés, de coachs, de joueurs de poker expérimentés. Et en plus de ça, ça va aussi permettre d'affiner le projet du joueur, puisqu'il va continuellement s'enrichir avec toutes les personnes qui sont autour de lui. Voilà, donc l'environnement social, en fait, ça résout globalement toutes les problématiques. Il y a Pierre qui voit Jérémy, par exemple, faire un bankroll management avec 100 buy-in, et lui, il en avait 20, il se dit, ah tiens, c'est bizarre, il fait pas comme moi, pourquoi? Et donc, du coup, ça va susciter une réflexion. Alors après, il y en a qui se remettent pas en question, on est d'accord, mais en tout cas, ça va lui donner la possibilité de se remettre en question et de réfléchir autrement qu'il ne l'était, qu'il ne le faisait. Et dernier point aussi, parce qu'il y a un point qui a été très important évoqué par Boris et accompagné par Illico, c'est que effectivement la motivation c'est super important, c'est très puissant, c'est un moteur, et effectivement on peut aussi l'acquérir grâce à la communauté. C'est beaucoup plus fun d'être en groupe, de partager quelque chose, même émotionnellement. Quand on a une victoire, si on est tout seul, c'est pas du tout pareil que si on est en groupe. De même que quand on vit des moments difficiles, c'est toujours plus agréable d'être soutenu par d'autres personnes, de aussi pouvoir avoir la chance de partager ça avec des personnes qui ont vécu la même chose et donc du coup qui vont mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc entourez-vous les gars, c'est extrêmement puissant. Très intéressant évidemment tout ce que vous venez de dire. On parle évidemment avec la 6 coachs, il y en a d'autres, il y en a plein, et des fois il y a d'autres conseils. Alors, de votre expérience, de ce que vous avez pu voir ailleurs, la question inverse qui m'intéresse, si vous avez évidemment des exemples, ce serait, oui, mais quel est le conseil que des fois vous entendez et sur lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord quand on débute? Celui où, non, c'est pas celui-là que vous auriez donné, ou pour vous c'est trop tôt. Voilà. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous vient on va commencer. Sur lequel on n'est pas d'accord, alors Ouais, ça nous laisse le temps de réfléchir. Ouais, sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Lequel aura le moins le temps de réfléchir? Tiens, bien fait pour toi. C'est bande CDC, c'est toi qui démarre. Ok, c'est une bonne question. Les mauvais conseils, je pense, ce sera pas mal lié à la technique et aux mauvaises habitudes, aux mauvais réflexes qu'on pourrait prendre, des conseils qui pourraient être intuitifs, mais qui sont pas forcément bons. Ça peut être lié, par exemple, aux choix de tournois qui ont été faits. Ça peut être lié au bankroll management. Par exemple, j'ai déjà entendu des mauvais conseils de bankroll management où on conseillait d'y aller avec seulement 20 buy-in pour des double or nothing ou ce genre de choses-là, ce qui paraît un petit peu, encore une fois, c'est discutable. En tout cas, toi, ça te paraît léger. Je pense que tout bankroll management avec 20 buy-in, si l'intention c'est de pas recave derrière, pour une variante où tu peux bust un peu moins de la moitié du temps très rapidement, ça me paraît un peu léger. Après, ça dépend du risque que tu veux t'infliger. Hein. Tu peux tout à fait avoir un bankroll un BRM super agressif et accepter un risque de broke très important si ça te convient comme ça. Mais c'est vrai que quand on débute au poker, on n'a pas forcément cette notion qu'est-ce qui est risqué, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, c'est bien d'avoir un cadre quand tu démarres, un cadre qui est un peu plus du côté safe que du côté je prends beaucoup de risques. Les amis, quelqu'un d'autre qui aurait comme ça un mauvais conseil à qui ça viendrait? Les mauvais conseils, c'est de dire que quand on est débutant, on n'a pas besoin de coach ou on n'a pas besoin de ce genre de choses, puisque quel que soit le niveau de compétence, dans tous les cas, c'est ultra important. Ça rejoint le conseil que je viens de donner et ça va à l'encontre. Hein. Plus on est bien entouré, plus on a la possibilité d'échanger avec des personnes qui sont compétentes. Le gain de temps, c'est très, très, très précieux. Si on peut gagner 1 an, c'est énorme, puisqu'en plus, ça snowball. Si on gagne 1 an, on va pouvoir aller beaucoup plus vite tout au long de notre carrière. Je prends l'exemple, j'ai 2 nouvelles activités. Je suis un nouveau papa et je suis un jeune entrepreneur. Hein, ça fait que 1 an et demi que notre sœur existe. J'ai direct pris des coachs. Alors, ça peut paraître con, mais pour être père, j'ai une communauté avec qui échanger. On est en train de mettre en place des sparring partners avec mon ami Boris, bientôt ici présent, qui est lui aussi papa. On fait des échanges interactifs. Pouvoir savoir, c'est super dur d'être père, pouvoir savoir comment élever ses enfants, c'est très intéressant d'être bien entouré. Donc, quelle que soit l'activité, dès le début, j'ai envie d'être le plus performant possible. Donc, j'ai envie d'avoir possiblement des coachs, des partenaires d'entraînement pour pouvoir être meilleur, quoi. Ouais, donc pour toi, un coach, on peut le commencer dès qu'on débute le poker. Voilà. Ah, mais dès la première minute.
Ouais, je rejoins Romain là-dessus, ce qu'on voit souvent comme commentaire sur les Twitch ou sur les streams. C'est souvent, ouais, mais moi j'ai pas besoin de coach parce que je joue en micro limite ou quoi. Je préfère travailler enfin, par moi-même. Je vois pas à quoi ça sert de me faire coacher et tout. Je préfère aller voir des vidéos et tout. Je pense que c'est un gain de temps tout simplement. Et je rejoins Romain là-dessus. Il y a un grand gain de temps là-dessus en prenant un coach. Je pense on peut vraiment crush beaucoup plus rapidement nos petites limites et vite monter et ne pas griller les étapes. Aussi, un coach va pouvoir nous cadrer, nous dire quand monter de limite ou pas. Et ça fait encore partie de l'entourage, et je pense que c'est très important. Et aussi, je rejoins totalement Bande CDC sur le bankroll management, c'est ce que je pensais. Il y a trop de gens qui, dès qu'ils vont faire la moindre paire, vont vouloir montrer de buy-in, vont vouloir jouer beaucoup plus cher. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur qu'on voit régulièrement. Et le plus important au poker, finalement, c'est de ne pas se broke. C'est comme une entreprise, si on n'a plus d'argent, si on n'a plus de fonds d'investissement, on peut plus investir et c'est fini, quoi. L'aventure, elle est un peu finie. Donc, vraiment faire très très attention à notre argent et toujours avoir un super bankroll management très 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 safe, quoi. Et ça, c'est vraiment une erreur qui revient très très régulièrement. Des gens qui se broquent, on voit plus pendant 6-7 mois, et pendant 6-7 mois, le jeu change un petit peu, les metagames changent un petit peu, et puis il faut rattraper le retard qu'on avait, et puis plus prendre de l'avance. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention, et clairement se former tout le temps. Se former pour rester à la page, et plus le temps avance, et plus le poker devient difficile. Donc si on se forme pas, et si on continue pas à vouloir progresser, bah on va juste couler, quoi, et se faire dépasser. Illico, Raph, Yes, moi, sur un conseil, vous n'êtes pas d'accord? Oui, vas-y. je suis d'accord avec ce qu'ont dit les deux Romains, du coup, mais il y a vraiment, enfin, ce qu'a évoqué Romain sur la première question, c'est le fait de s'entourer. Et moi, je reçois, enfin, beaucoup d'élèves ou d'amis à moi qui voilà, se mettent au poker ou qui sont en cours de progression. Et par contre, enfin, c'est le problème, c'est comment s'entourer au poker, comment trouver les bonnes personnes. C'est difficile de détecter si une personne qui va nous donner des conseils nous donne des conseils vraiment, enfin, intéressants ou pas, ou va nous raconter du pipeau. Donc, moi, je sais qu'à mes débuts, je me suis beaucoup intéressé à des forums. Maintenant, il y a Discord qui est une énorme source justement de conseils. Il y a vraiment des super joueurs qui donnent beaucoup de conseils, d'astuces via les Discord. Donc, faut pas hésiter à rejoindre beaucoup de communautés différentes, je pense, et comparer en fait. Jamais se dire que ce qu'on apprend c'est complètement acquis, c'est du sûr. Essayer de comparer, discuter au maximum. Et je reviens aussi sur la question de coaching dès le début. Je reçois aussi beaucoup ce commentaire-là quand on joue des 1-2 euros, ça sert à rien de se faire coacher. Bah, moi, personnellement, quand j'ai commencé le tennis, je me suis fait coacher directement. Et pourtant, le tennis, je vais jamais gagner de l'argent avec. Donc, juste, je pense qu'il faut trouver un coach qui est adapté. C'est-à-dire que ça sert à rien de mettre des sommes mirobolantes. Si on joue des 1-2 euros, il y aura des personnes largement assez compétentes pour nous aider. Mais enfin, si la personne a vraiment envie de se faire coacher, d'accélérer sa progression et voilà, de passer du loisir à un amateur éclairé, puis potentiellement un jour à un professionnel, bah, qui fonce. Hein. Ouais, je suis d'accord. Raph, Bordelais. Ouais, juste pour réagir là-dessus sur le coaching, surtout que c'est un non-sens absolu. Il y a cette espèce d'idée qui est à la mode depuis 1 an ou 2, comme quoi le coaching serait catastrophique pour les gens qui en prennent, que ça briserait la créativité, etc. Dans presque tous les domaines, c'est totalement accepté. On va commencer la guitare, on va le faire avec un prof. On n'imagine pas les gamines monter sur des chevaux sans encadrement ou faire du ski sans voilà, se lancer directement. Et là où on pourrait dire qu'il y a du risque dans l'équitation ou dans le ski, il y a aussi du risque dans le poker, quoi. Si on n'est pas accompagné, si on n'est pas entouré, on peut rapidement faire n'importe quoi avec notre argent et créer des situations qui sont pas très agréables à vivre. Le conseil le plus néfaste en soi que je vois les coachs donner, c'est souvent la tentation est grande quand on est coach de vouloir un peu étaler notre compétence, montrer à quel point on est avancé en termes de GTO, d'utilisation de solvers ou de concepts compliqués. Et ça a vraiment un impact qui est très mauvais sur les joueurs qui n'ont pas acquis des concepts de base quand on leur parle de choses qui sont beaucoup trop avancées, et notamment de GTO. Et je pense que ça fait perdre à nouveau beaucoup de temps aux joueurs, comme le fait de ne pas se focaliser sur un format. Et c'est quelque chose que j'essaye de combattre au quotidien, quoi. Ouais, je pense qu'il y a des échelons dans le coaching et je pense que c'est important. Ouais, enfin, pour mon expérience personnelle, ça fait pas non plus longtemps que je suis dans le poker. Ça fait même moins longtemps qu'Illico Busto pour le coup. Sur le poker online, ça fait depuis le 1er janvier 2018 et du 1er janvier 2018, j'étais coaché. Et à chaque fois, en fait, dès que j'ai monté un palier, bah, j'ai monté aussi en palier niveau coach. Je suis commencé avec Adrien, après je suis parti sur. Il y avait Florent Bouchon, il y a eu Oula, attention, Strobosso, je attention. suis revenu sur Attention au Florian. palier.
Ouais, non mais Attends, ça va créer des guerres d'ego là. Attention. T'as perdu, voilà, t'as perdu du une coup, amitié, toi, avec Adrien, là. ouais, non mais voilà, c'est pas contre Adrien du tout. Non, non, mais voilà, après tu montes en gamme aussi, et je parle surtout en prix de coaching. Je pense que ça fait pas de sens de, par exemple, aller prendre quelqu'un qui a 200 euros de l'heure, alors que tu joues en 1-2 euros. Même s'il va pouvoir t'aider, c'est pareil, et c'est des buy-in qu'il a pas joué depuis des années, les metagames sont pas du tout les mêmes, l'adaptation n'est pas la même. Je pense qu'il peut faire des erreurs et t'apporter des choses qui sont pas bonnes à l'instant T. Et je suis rejoint totalement Raphaël là-dessus, où il dit qu'il y a trop de coachs qui vont t'apprendre à GTO. C'est sûr que sur des 1-2 euros, quand je vois des coachs qui vont leur demander de run des spots GTO, des trucs comme ça dans GTO+, bah, je trouve que c'est complètement aberrant, parce qu'en plus de ça, l'élève n'attend pas forcément ça à ce moment-là. Et je pense qu'il y a vraiment là une adaptation au coach à faire sur chaque élève, quoi, en fonction de ses buy-in et de ses attentes, quoi. Je me permets, Romain, je pense que ça, c'est une erreur que beaucoup font. Je le dis en toute bienveillance, il n'y a aucun problème là-dessus. Je te donne mon positionnement. Quand j'ai commencé à être jeune entrepreneur, ce que j'ai regardé le plus performant. Et j'ai forcément le plus performant, c'est malheureusement, ce qui est logique, c'est le plus cher. En fait, le plus cher, et si on part du principe, effectivement, parce que c'est pas tout le temps le cas, mais c'est très souvent le cas, c'est le plus performant. Le plus performant, c'est celui qui va avoir le plus d'expérience, très souvent, et qui va être capable de résoudre toute problématique. En fait, là, je me doute que tu penses à ça parce que tu te dis, ah bah celui qui est super fort, il joue pas sur les buy-in des 1 euro, 2 euros, et du coup, il va pas s'adapter avec les mêmes types de tournois, c'est pas la même chose. Mais en fait, un bon coach, justement, c'est la même chose qu'un bon joueur de poker. Il sait s'adapter, et ce qui est très important, c'est qu'il soit capable, donc il ait la compétence à identifier les problématiques du joueur. Et ça, on s'en fout que le joueur il joue en 1 euro ou qu'il joue en free roll, ça marche. Donc, forcément, ça a un coût d'avoir un bon coach, et effectivement, c'est extrêmement efficace. Mais je pense que ça fait pas trop de logique de prendre un coach qui va être à 200 euros de l'heure, alors que pour certains qui vont prendre du coaching, ça va être leur rôle 200 euros. Ils vont pas investir leur rôle ou la moitié de leur rôle dans du coaching pour 1 heure. Et Je pense que ça, c'est un autre problème. Bah ouais, mais je pense que c'est un problème. Il faut aussi qu'ils aient des coachs qui soient adaptés au buy-in qu'ils jouent et à l'argent qu'ils peuvent y mettre à l'instant T. Je pense que c'est complètement aberrant de penser qu'un élève qui a 1000 euros de rôle va pouvoir prendre des heures à 200 euros de l'heure avec un coach qui, en plus de ça, trouver un coach qui s'adapte à des buy-in de 1-2 euros, je pense que c'est très très compliqué. Je pense que c'est très compliqué parce que le coach va coacher des mecs qui vont être sur des mid-stakes, qui vont leur monter sur des stakes un peu plus haut, qui va leur apprendre des processus de GTO et tout. Il va toujours vouloir un petit peu y retourner là-dedans. Et je l'ai vu, j'ai fait énormément de coachs et franchement, j'ai vu des différences qui étaient énormes entre certains coachs. Et il y en a qui vont nous apprendre des concepts qui sont, je pense, beaucoup trop hauts et que tu vas vouloir appliquer sur tes limites et tu vas te faire démonter parce que tu vas voir que ça ne marche absolument pas. Et je pense qu'il y a très très peu de coachs qui arrivent à s'adapter à la limite de l'élève. Parce qu'il faut vraiment, ça dépend du nombre d'élèves que tu as, mais c'est vraiment difficile de s'adapter à chaque élève et à chaque niveau d'un élève quand tu as vraiment, par exemple, si tu es à 200 euros de l'heure, c'est-à-dire que pour toi, tu peux coacher n'importe quel buy-in. C'est-à-dire que si tu as 1 heure avec un mec à 2 euros, qui joue des 2 euros, des 5 euros, derrière, tu as un mec qui joue des 100 euros, il faut que tu arrives à vraiment changer ton coaching d'une heure à une autre. Et je pense que très peu sont capables de le faire. Si quelqu'un est capable de le faire, pas de problème. Mais je pense qu'il y aura toujours un problème de prix. Je pense qu'il y aura malgré tout toujours un problème de prix. T'es tombé sur des mauvais coachs, malheureusement. En tout cas, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Adrien, il est en train de perdre tous ses amis, là. Non, c'est intéressant parce que, en fait, tu mets en avant un problème de beaucoup de personnes qui pensent que acquérir des compétences, n'importe lesquelles, par exemple une compétence technique, maîtriser le range pré-flop. Ils pensent qu'avec 200 euros d'investissement, ils vont acquérir cette compétence. On le sait tous, on est tous des joueurs expérimentés. C'est pas 200 euros la valeur d'une compétence. Donc, il faudrait réussir à estimer chacune des compétences qui existent dans n'importe quelle activité. On peut le faire au poker, on peut le faire partout. Ça vaut pas 200 euros une compétence comme ça. Bien évidemment que non, mais c'est des paliers. C'est des paliers. Tu apprends toujours, mais avec un palier supérieur à chaque fois. C'est pour ça qu'au début, tu vas investir sur un coach qui va peut-être être à 20-25 euros de l'heure, qui va t'apprendre les bases de tes range pré-flop, mais ensuite, tu vas passer sur un coach un peu plus cher. S'il est moins cher, très souvent, malheureusement, il est beaucoup moins compétent. Un coach qui est cher, c'est parce que justement, il a des très demain, grosses tu compétences. commences au tennis, tu vas pas prendre le meilleur coach de tennis possible. Tu vas prendre un coach de tennis. Si, je prends le meilleur. Je prends le meilleur, Romain. Direct. Raphaël, attendez, Raphaël et ensuite Bordelais. Je suis d'accord avec Romain avec Romain Nussmann, du coup, que c'est pas du tout la même problématique, parce que si tu peux. Enfin, la limite, elle est simplement financière, mais si tu peux te le permettre, autant travailler avec le meilleur dès le début, quoi.
Après, le tennis, c'était pas un bon exemple parce que ça sera le même jeu entre guillemets. Ah, Mais je pense que le jeu est très différent entre quelqu'un qui va jouer des 2 euros et quelqu'un qui va jouer des 100 euros. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas revenu sur des 2 euros depuis très, 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 très longtemps va potentiellement t'apprendre des choses qui vont être fausses. Attends, Ouais, mais Romain, après, je vois- attendez, Romain, on a compris, Bordelais? Moi, je pense que l'amalgame et le petit truc qui se passe dans votre conversation, c'est que dans le poker, je pense que c'est très vrai, c'est qu'il y a une différence entre le très bon joueur et le très bon coach. C'est qu'on fait pas la différence entre quelqu'un qui est un très bon joueur, mais qui va pas être un bon coach. Et je pense que je suis passé par là. J'ai eu des résultats, j'ai beaucoup travaillé, j'ai voulu faire un peu de coaching, et je pense que je me suis cassé la gueule au début, parce que être coach, c'est un métier. C'est pas parce qu'on est un très bon joueur qu'on est un très bon coach. Et je pense que ce qui se passe dans le poker, on se retrouve avec des coachs qui sont surpayés, enfin avec un très gros taux horaire parce qu'ils sont des bons joueurs. Mais est-ce que ce sont vraiment des bons coachs? On le voit dans le football, vous allez avoir un très bon coach qui est peut-être une bille complète au football, mais il a les qualités et les compétences d'être un bon coach de football. Donc aussi, c'est un conseil qu'on peut donner aux joueurs, c'est de se tourner vers des bons coachs qui ont compris ce qu'ils recherchent, et l'objectif de l'élève va être important. Moi, j'ai eu des élèves qui débutaient, mais si d'emblée, l'élève qui est sur les 1-2 euros, son objectif, c'est de gagner sa vie au poker, je ne vais pas lui apprendre à crush les 1-2 euros, par exemple. C'est pas un truc, je vais direct lui expliquer des théorèmes GTO, de combien il doit défendre, de ce que c'est que l'équité minimale, etc. Enfin, de comment on joue au poker, qu'est-ce que c'est la vérité, enfin, le fond du jeu du poker. Donc tout est une question d'objectif et puis de regarder la valeur du coach et pas du joueur. Ça, c'est important. Illico? Ouais, bah enfin, je suis d'accord avec ce que dit Boris. En gros, le problème dans le poker, c'est que il y a finalement pas de, comment dire, il y a pas d'évaluation des coachs. Donc il y a des joueurs qui sont excellents, mais qui savent pas coacher, ils sont pas forcément pédagogues. Et également, il y a un truc qui se passe, c'est que, en fait, je pense qu'on peut pas comparer un coach au poker et un coach dans un autre domaine. Alors après, ça dépend spécifiquement de chaque domaine, mais c'est-à-dire qu'au poker, comme vous l'avez dit, c'est difficile pour un joueur qui joue, je sais pas, des 1000 euros online d'aller coacher quelqu'un en 1-2 euros parce qu'il va lui donner des concepts qui ne seront pas adaptés. Donc pour le joueur qui débute, il va se retrouver à jouer GTO sur des 1-2 euros. Bah, clairement, il va pas performer. Il va gagner de l'argent, mais il en gagnera moins que quelqu'un qui joue exploit. Donc il va augmenter beaucoup plus lentement. Donc finalement, même si Romain, tu l'as dit, enfin Romain Nussmann, tu l'as dit, il va acquérir des compétences qui vont être utiles pour le futur, il va potentiellement en fait progresser moins vite que d'autres joueurs qui vont être coachés par des coachs du format. Et enfin, c'est le problème du poker, c'est que le coach, même s'il est excellent, s'il joue des très hauts buy-in, ça va être dur pour lui de changer d'un coup de thinking process et de se dire, tiens, là, je veux donner des conseils qui seront adaptés à ton buy-in. Après, s'il y a des coachs qui arrivent à faire ça, qui arrivent parfaitement à le faire, là, ils doivent être rémunérés, avec des grosses sommes, et ça sera pour ça que ce sera des super coachs. Mais pour moi, dans le poker, il y en a très très peu, et en tout cas, c'est difficile de le savoir à l'avance. Je suis désolé, hein, Illico, je peux pas te laisser passer ça. Absolument, ça n'a aucun rapport. Je coach des joueurs qui jouent des 1-2 euros. Justement, avec notre sœur, on a mis en place un modèle. Ce que je fais est reproductible dans absolument tous les buy-in. Parce que, alors peut-être que vous êtes tombé sur des mauvais coachs, ça je sais pas, hein, je connais pas votre background, mais en gros, le but d'un coach, c'est d'amener aux joueurs d'acquérir des compétences. Pour acquérir des compétences, c'est le process de réflexion. Donc le process de réflexion, c'est simple, tu vas utiliser les mêmes variables. Les tendances de pop, les tendances de pop sont pas les mêmes, mais la variable tendance de pop, elle se travaille de la même manière. Donc du coup, le process de réflexion, que le mec il soit sur un 1 euro ou un 1000 euros, c'est la même chose. C'est juste que il va pas traiter l'information de la même manière. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont la compétence, la capacité à utiliser des méthodologies d'entraînement et d'apprentissage. Mais bien sûr qu'un bon coach, quelle que soit sa limite, il peut coacher. Donc il peut très bien coacher en dessous, d'ailleurs, mais on ne l'a pas dit, il peut coacher au-dessus. Il peut coacher des joueurs qui sont en NL 10 000, alors que lui-même ne coache pas en NL 10 000. Bah, ça, c'est quelqu'un qui est compétent. Et du coup, comment il va connaître les tendances de la population s'il joue pas cette limite? Ouais, c'est ça où je suis d'accord avec Kiko. Le joueur les connaît. Ouais, Ouais, là-dessus. le joueur Ouais. lui-même connaît la tendance de pop. Le coach va lui apprendre à aller rechercher de l'info en lui, en fait. À les débloquer, à clarifier le thinking process, je pense, pour aller chercher l'info. Ou Pour lui moi, le donner coach- des outils pour aller chercher l'info. Par exemple, moi, je vais maîtriser un to-note. Peut-être que le mec qui joue un L10 000 ne le maîtrise pas et je vais peut-être lui donner les outils pour le maîtriser, par exemple. On peut prendre un coach aussi qui maîtrise un aspect spécifique du jeu.
Mais je Ouais, pense moi, que je- ce que voulait Vas-y. dire, du coup, excuse-moi, du coup, Cédric, je veux dire ce que voulait dire Bir et Cédric aussi, qui est la même chose. En gros, c'est un joueur qui joue très très haut. En fait, votre idée, c'était de dire que quand ils reviennent pour coacher sur un 1 ou un 2 euros, il va avoir plus de mal à identifier des coups qui sont spécifiques à la limite. Par exemple, je sais pas, la ligne donc bet une bébé, donc bet une bébé, donc bet pot, ou la ligne qu'est-ce que tu fais contre un adversaire qui est open shove 200 blindes, ça correspond à quoi? C'est plus quelque chose que tu vas moins voir quand tu joues cher avec en moyenne des joueurs qui sont un peu plus forts que contre des joueurs qui n'ont pas la pression de l'argent et qui jouent juste pour s'amuser. Donc comment est-ce que tu fais évoluer tes ranges à ce moment-là? Et je pense que c'est ça un peu votre idée, c'était est-ce qu'on est capable de passer de l'un à l'autre? Mais Ouais. je pense que c'est une grosse sous-estimation des joueurs qui crushent les plus hautes limites depuis longtemps, quoi, de penser que on n'a aucune expérience d'une line qui va être donc bet une bébé sur 3 streets ou Ouais, on j'ai est pas dit, complètement perdu j'ai quand pas dit que c'était le cas. Hein. Non, 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 Je suis mais assez d'accord pour dire qu'un Donc joueur Raph, toi plutôt d'accord avec Roman Haussmann. Plus, à Mais, 100%, mais dans tous les cas, le problème, ça sera financier. Enfin, moi, je trouve que c'est complètement aberrant de penser que quelqu'un qui joue des 1-2 euros va prendre un coach à 200 euros. Si, déjà, ce qu'il va faire, et ça sera sûrement une erreur, d'accord, là-dessus, je peux vous rejoindre, c'est qu'il va préférer investir dans des buy plus hauts que d'investir dans du coaching plus haut. Il va préférer que de jouer des 1-2 euros plutôt jouer des 10-20 que d'investir 200 euros dans du coaching. Ça, là-dessus, je vous rejoins. Donc, du coup, c'est pour moi, quelqu'un qui va jouer en 1-2 euros, ça va être très, très rare qu'il aura l'argent dans tous les cas pour prendre quelqu'un qui sera 200 euros. ouais, mais c'est une autre problématique entièrement, comme l'avait dit Ouais, Romain. mais du coup, on débat sur un truc qui n'arrivera pratiquement jamais parce que je pense qu'il y a très très peu de gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont jouer des 1-2 euros. Ils vont préférer tout de suite jouer des 10-20. Alors, Bordelais. Je vais pas plus là. ouais, ça dépend juste. L'exemple, j'avais un directeur d'entreprise qui avait les moyens, mais qui débutait dans le poker. Qui lui va me dire, écoute, J'ai j'ai eu ça beaucoup aussi. de moyens, je débute, donc il joue les 1-2 euros parce qu'il ne connaît pas, mais lui peut mettre les moyens. Et donc je te rejoins, Romain Bir, du coup, là-dessus, c'est que c'est sûr que le mec va pas mettre toute sa bankroll sur une heure de poker. Faut trouver le compromis, mais après... Même pas forcément sa bankroll d'ailleurs. Ça peut être Ouais. juste je me mets 200 euros de bankroll, mais je m'en fous, je mets du coaching à côté, je gagne 7000 euros par mois, je m'en fous, tu vois. Oui, Et, voilà, oui, ça. c'est juste une question de. Alors effectivement, C'est est-ce du qu'il cas aurait par eu les cas, mêmes après, ouais. compétences pour moins cher ou des compétences pratiquement similaires pour 3 ou 4 fois moins cher? Peut-être, mais s'il a les moyens et qui veut un coach encore plus compétent, pourquoi pas? Ouais. Tout est une question de budget dédié au coaching, quoi. Eh bien, 40 minutes pour la première question. Normalement, on va la faire en 2 parties, hein, ce poker débat à ce rythme-là. On passe au second sujet. Second sujet, les amis, c'est pas vraiment non plus un débat, là, c'est aussi une question qui va intéresser, je pense, le plus grand nombre, énormément de joueurs. Quelle est, pour vous, l'évolution la plus importante du poker ces dernières années? Alors, il y a quelques années, on aurait pu parler des solvers. Encore quelques années après, on aurait pu parler du stacking. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'effervescence dans le poker, et notamment français, depuis 2-3 ans déjà. Il y a pas mal de projets qui se sont lancés avec succès. Il y a ta chaîne YouTube, par exemple. Il y a Notser, il y a Spin for Win, il y a Spin Elite aussi. Je suis un peu obligé de les citer. Et aussi, il y a eu une grosse émergence du contenu sur Twitch qui a été liée en partie au confinement, et on a vu qu'il s'était produit la même chose sur les échecs, par exemple, mais qui avait déjà commencé bien avant avec pas mal de streamers qui avaient réussi à construire de grosses communautés sur le poker. Donc, pendant toute ma carrière de pro, j'ai toujours eu les 5-6 premières années, j'ai eu l'impression qu'on était sur une pente descendante. Et c'était un peu le sentiment général qu'il y avait autour de moi. C'est-à-dire, on joue tant que ça durera, mais on n'est pas très optimiste sur l'avenir du jeu. Les chiffres de l'Argel sont en perpétuelle baisse. Moi, je suis 100% d'accord avec toi sur ce que tu dis, parce que moi, je suis depuis 2013 dans ce milieu-là, c'était que de la baisse pendant longtemps. Et en fait, j'ai l'impression que depuis 3-4 ans, on a touché le fond et on remonte. Et je suis on d'accord avec remonte toi. de façon complètement exponentielle, ce qui fait évidemment extrêmement plaisir pour nous qui sommes impliqués dans ce milieu-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de suivre avec attention, et donc j'espère que ça va se poursuivre parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper excitant, le nombre de possibilités qui vont s'ouvrir.
dans plein de domaines différents, dans des domaines créatifs, dans le coaching, dans le financement. Peut-être que GG Poker, par exemple, propose le stacking directement sur sa plateforme. Peut-être que c'est quelque chose qui va se généraliser, même si j'ai des doutes en France à cause de l'argel. Mais j'ai vraiment l'impression que l'innovation est de retour et l'engouement est de retour et ça me rend réellement heureux. Très bien. Un vieux de la vieille aussi, bande CDC, tiens. Je pense que ce qu'a dit Raphaël, c'est bien effectivement l'émergence de différents médias, si tu veux, qui vont streamer du poker, montrer le poker, va contribuer directement et peut-être même un peu plus indirectement à une évolution globale du niveau, mais ça a toujours été le cas, le niveau global a toujours augmenté, mais on voit quand même qu'il y a des changements, et même sur une limite, sur un jeu qui va évoluer techniquement un petit peu plus lentement que les autres variantes, le MTT, surtout à petite limite, tu vas retrouver le même type d'adversaire assez fréquemment. Et même ces joueurs-là, finalement, ont finalement acquis un certain nombre de concepts basiques. Ça peut être les restyles, les défenses de blinde, on voit beaucoup plus de défenses de blinde maintenant qu'il y a 4-5 ans. Donc, du coup, je pense que il va falloir s'adapter par rapport à ça et du coup, effectivement, ça va être encore plus nécessaire maintenant de se former correctement quand on va arriver dans le poker parce qu'on va arriver avec des adversaires qui seront quand même déjà mieux entraînés avant même qu'on ait touché notre première carte. Bordelais. Ouais, bah écoute, Raphaël m'a tué mon truc parce que moi j'allais parler des solvers. Bah, tu peux, Mais t'as ouais, le non, droit mais de du coup, penser ouais, que c'est. non, bien sûr. C'est surtout moi ce que je vois, parce que bon, pareil, je suis quand même, ça fait quand même quelques années que je joue au Parce que poker. moi, les solvers, Et il y a 2 ans, personne n'en parlait. Et aujourd'hui, j'ai ouais, l'impression que si tu connais pas, t'es un con. Donc, ouais, c'est surtout ce que je vois, la démocratisation des solvers. C'est-à-dire que même un joueur enfin, les premiers joueurs vont avoir GTO+, GTO+, je sais plus combien ça coûte, mais 50 euros ou 70 euros, un truc comme ça. Donc tout le monde peut s'offrir un solver aujourd'hui. On voit apparaître aussi les rangers avec les ranges pré-flop GTO. Et du coup, on se retrouve avec un contenu solvé très rapidement et des joueurs débutants qui peuvent progresser très très vite grâce à l'utilisation de ces solvers. Après, c'est un danger aussi d'utiliser les solvers sans comprendre et sans réfléchir. Donc ça a bien sûr des inconvénients aussi pour les joueurs débutants. Mais en tout cas, on retrouve, je trouve même dans les basses limites, des joueurs qui commencent à avoir une intensité pré-flop et comprendre les stratégies post-flop beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Illico. Donc Pardon, Pardon. excuse-moi. Ouais, Non, vas-y. Fini. J'allais juste dire la différence en fait entre les très bons joueurs et les joueurs, on va dire, des limites un peu plus basses, ça va être et un petit peu plus étroite qu'avant, où on voyait des joueurs faire vraiment n'importe quoi. Et aujourd'hui, même sur un tournoi à 10-20 euros, même s'il y a quelques joueurs qui font n'importe quoi, on voit beaucoup de joueurs sérieux et qui ont des bases déjà théoriques et qui sont appliquées, quoi. Ok. Illico, Voilà. alors? Moi, je trouve que c'est assez paradoxal parce que finalement, enfin, la grosse évolution pour moi, c'est l'accès à l'information. Du coup, l'accès à la connaissance technique, notamment. Je pense que la connaissance mentale a encore une grosse progression potentielle dans les futures années. Elle n'est pas encore du tout au pic. La connaissance technique est déjà bien avancée. L'accès à l'information, que ce soit sur Twitch, sur les Discord, sur des sites de coaching, il y a de quoi faire, comme vous l'avez dit. Et du coup, c'est paradoxal parce que on a des joueurs débutants qui vont progresser beaucoup plus vite qu'avant. Mais en même temps, le niveau moyen déjà actuel est beaucoup plus élevé. Donc finalement, ça laisse la chance à tout le monde. Et surtout, je pense que ça fait un effet d'émulation, parce que ça pousse tout le monde à continuer à travailler. Sinon, derrière, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, qui, eux, commencent déjà même avec des solvers, même si ce n'est pas forcément adapté, bien entendu, mais qui vont travailler potentiellement plus vite, avec des moyens techniques d'apprentissage plus développés qu'il y a 5-10 ans. Et par contre, je pense qu'il y a quand même quelque chose que vont garder les joueurs qui jouent depuis plus longtemps, c'est l'expérience. Ça va se constituer au niveau du mental. Et puis sur les tendances de population, on en parlait tout à l'heure avec la question est-ce qu'on peut coacher tout le monde finalement. Moi, je reste quand même, je comprends ce que vous dites, mais je reste quand même assez mitigé. Je pense que quand on joue des très grosses limites, on ne sait pas forcément quelles sont les tendances de la population, même si le seeding process peut être adapté.
connaît pas les tendances de la population. Est-ce que les gens, je sais pas, je dis une bêtise, vont check raise Non, autant mais je te sur les vois 100 là euros en train d'essayer de répondre au débat précédent, ça se voit là. rapidement, rapidement, mais juste, je pense pas que c'est Non, les mais mêmes tendances. il est en train de me passer à 3 mètres, je te vois. C'est pas les mêmes tendances, et je finis juste là-dessus, c'est pas les mêmes tendances, et en plus, elles évoluent. Donc, même si on les a pas jouées depuis 5 ans, c'est difficile de s'en rendre compte. Après, je suis d'accord avec Romain, le plus important, c'est le singing process, plus que finalement connaître les tendances de la population. Voilà. Je devrais te mettre un carton rouge, mais j'ai pas encore créé Carton ça jaune, dans carton l'émission. jaune. Monsieur Chiant, parce que du coup, j'ai envie de 4 bêtes, moi. Moi, je suis aggro et j'ai un exemple qui parlerait bien, mais bon, c'est pas grave. On va pas revenir dessus. Mussman, et je t'interdis de revenir là-dessus. Ah, je suis pas comme ça. Ouais, il faut préciser, les gars, dites Amsowick, peut-être pour moi, ce sera plus facile qu'on se plante pas avec Romain. Ça englobe un peu, ouais, c'est effectivement l'évolution la plus importante, c'est la professionnalisation du poker. Les paris sportifs nous ont bien fait mal parce que les récréas qui aimaient bien gamble un petit peu, ben, ils ont trouvé un truc encore plus sympa que le poker. Donc ça, je pense que ça a été un élément qui nous a bien tués, qui a amené à ce que ça se professionnalise plus et que ça amène des joueurs qui soient intéressés à performer finalement, qui soient des compétiteurs. Donc ouais, ça a forcément rendu le game plus difficile. Effectivement, hein, ça se remarque aussi sur les innovations de projets. Par exemple, Nutser aujourd'hui, on est les premiers au monde et les seuls encore aujourd'hui à avoir monté un centre de formation et d'entraînement. On a un système de mentorisation qui est encore plus puissant que le coaching. Ça existe justement, ça va dans cet axe, dans cette mode que le poker est en train de prendre. Et je ne serais pas surpris que ça continue dans ce sens et qu'il y ait d'autres projets qui se structurent, se construisent de ce type-là. Ouais. Donc plus un coaching, ok. Et alors, monsieur Romain Beer, maintenant que tu as... Non, j'y avais pas pensé, mais effectivement, je pense que Twitch, c'est vraiment quelque chose qui a explosé grâce au confinement, malheureusement. Je pense que c'est le seul avantage du Covid pour le poker, parce que le poker live, c'est complètement down. Par contre, ouais, pour Twitch, c'est vraiment incroyable à quel point c'est explosé. J'étais là avant le coronavirus sur Twitch et j'étais là pendant. Et c'est incroyable le nombre de chaînes qui ont pop-up. Et je pense que c'est bien parce que ça peut toucher une population... plus de population, une population peut-être un petit peu plus jeune. Deuxième chose, dans l'évolution du poker, qui est bien, je pense que le marché du coaching s'agrandit. Et qui dit s'agrandit, on va forcément avoir des choses moins bonnes, mais des choses bonnes aussi. Et je pense que le marché va pouvoir un peu plus se réguler. On n'aura pas toujours les mêmes coachs et on n'aura pas le choix. Je pense qu'il y aura vraiment un grand choix et je pense que le choix est très important dans tous les domaines et surtout dans le coaching. Du coup, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Que ce soit dans les plateformes aussi, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment bien, qui ont été mises et qui sont vraiment bien, comme potentiellement le stacking, tout ça. J'étais chez Spinelite et moi, ça m'a personnellement super bien aidé et vraiment progressé. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont bien depuis les dernières années, que ce soit les structures, Twitch ou les offres de coaching et les plateformes, quoi. Eh bien, écoutez, les amis, on Voilà. passe au troisième débat. Parce que ça prend la suite, en fait, de ce La transition formidable. La C'est transition ça, de tu Romain m'as fait une très belle transition, mon Romain. Parce que justement, vous êtes tous coachs, vous représentez tous des marques ou qui vous appartiennent ou avec lesquelles vous êtes rattachés. C'est l'instant pub, mais comme je disais, il y a donc Monsieur Romain Haussmann, le fondateur de Nutser, qui a aussi créé le webinaire. On a Spinelite avec son fondateur. Attends, vous êtes plusieurs, Raph, c'est ça? Vous êtes 3? 4, très bien. Il y a chez Monsieur Julien RQT, à qui on fait un bisou, il y était dans le premier conseil de coach, avec Bande CDC et avec Monsieur Romain Beer qui sont dessus. Bordelais, toi tu représentes toi-même? Mais non, Ouais, carrément pas. C'est le team PA, team. Oui, voilà, Poker Academy quand même. Je suis coach grâce à Poker Academy. ATM, Bibi Hutch, tout ça. Bibi Hutch Et à qui bien on sûr. fait un énorme bisou. Bibi Hutch qui était déjà ça. là au premier conseil de coach. Ça, c'est la famille qui m'a formé et que je remercie beaucoup. Et toi, Illico? Spin for Win avec, for Win avec Monsieur Batmax. Batmax. C'est ça. Batmax, Crazy Donkey, qui sont les principaux fondateurs. C'est vrai que Crazy Donkey, il faut qu'il vienne d'ailleurs. On l'a listé avec Florence. Florence, évidemment, qui n'est pas là parce que conseil de coach, elle m'a dit là, faut pas déconner, ça va se voir que j'y connais rien. Et donc, par rapport à toutes ces plateformes, et il y en a plein d'autres évidemment, mais là, on parle quand même de la plupart des plateformes majeures.
Il y a plein de formules, l'heure de coaching, le webinaire, la masterclass, le stacking. Bref, il y a énormément de propositions de formation dans le poker. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y en a pas trop? Et pour commencer, c'est Bande CDC, à toi l'honneur, mon ami. Déjà, définis c'est quoi trop en fait. Est-ce que trop Ah ben c'est. non, alors tu sais quoi, moi je pose la question, vous définissez les gars. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'il y ait une offre qui soit diversifiée. Ça évite qu'il y ait des monopoles, ça évite on ait le choix entre 2 ou 3, ou voire même pire, une seule offre pour prendre. Le danger qu'il y aurait à multiplier les offres pour se former, c'est qu'il y en ait une partie d'entre elles qui soient des offres de qualité inférieure par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on peut imaginer Bah, il y en a une forcément. formation... Oui, il y en a forcément. On peut imaginer des formations avec quelqu'un qui va être un très mauvais coach, un très mauvais prof, qui va mal expliquer les trucs, voire qui va te dire des choses fausses, qui va pas savoir utiliser un outil pour tel ou tel spot, qui va faire des erreurs liées à l'ICM, qui va faire des erreurs liées à plein de choses. Et le problème principal de ça, c'est que pour un élève qui se forme et qui n'y connaît pas grand-chose, c'est pas forcément évident de voir quand une formation n'est pas bonne, et on peut tout à fait imaginer emmagasiner des informations qui sont pas bonnes dès le début. C'est-à-dire que quand on débute, c'est très difficile de se rendre compte qu'est-ce qui est vraiment bien ou pas. Si je me mettais là tout de suite à commencer un nouveau jeu de société que je connaissais pas et que je voyais qu'il y avait plein de formations, je ne saurais pas laquelle est la bonne, laquelle ne l'est pas. Donc ce serait un petit peu le danger. Mais là, en l'état, je dirais que le marché se régule plutôt bien, comme l'a dit Romain juste là. À ce stade, je ne dirais pas qu'il y en a encore trop. Je pense qu'il y en aurait trop si 80 ou 90% des formations qui arrivaient étaient complètement faites à l'arrache. Ok. Bordelais. Bah, moi, je pense qu'il n'y a jamais trop de propositions. Plus il y a de propositions, mieux c'est. Et que le tri se fera par la demande, hein. Si à un moment donné, il n'y a pas de demande, les organismes de formation n'existeront plus ou autre. Enfin, il y aura d'autres fonctionnements. Donc, il n'y a jamais trop de demandes. Après, moi, ce que j'ai pensé, c'est que le milieu du poker est quand même assez particulier par rapport à ce que dit Bande CDC. C'est que rien n'est trop concret au poker. Vous pouvez avoir deux excellents coachs qui vous donnent deux avis différents et on se retrouve à se dire mais qui a raison? Et en gros au poker c'est un peu ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vérité et que j'insiste pour que tous les joueurs gardent leur propre réflexion et leur propre avis et leur propre solution par rapport à tout ce qu'on peut leur apporter. Écouter un coach et reproduire ce qu'il fait sans forcément y apporter sa logique et tout ça est un peu risqué au poker, étant donné qu'il y a plein de théories et des gens qui ont des avis totalement opposés. Et je fais partie aussi aujourd'hui de groupes de travail, de groupes de travaux, avec des joueurs excellents et on n'est jamais d'accord sur les mains qu'on joue. Et c'est là où le coaching peut être particulier, quoi. Ok. Illico. Enfin, je pense que c'est bien ce qui a été dit. Trop, c'est pas le terme exact. Je pense que c'est bien d'avoir vraiment une grosse diversification de l'offre et c'est au joueur de choisir. Par contre, l'inconvénient qu'il y a, c'est que pour nous qui avons tous plus ou moins un petit réseau dans le poker, on peut réussir à voir quelles sont les formations qui sont plus intéressantes, qui nous conviennent plus appropriées à ce qu'on joue. Mais pour un joueur qui débarque sur le marché du poker et qui arrive et qui voit pop-up une tonne de formations différentes, des styles de coaching différents, c'est quand même difficile pour lui de savoir ce qui lui convient. Donc, il faut qu'il teste, bien entendu. Mais je pense que ce qui manque un peu pour l'instant sur le marché, c'est peut-être des acteurs qui vont, eux, évaluer d'une certaine manière les sites de coaching. Je pense que ça se fait quand même. Ça, c'est super compliqué. Moi, je pense à. Alors, je crois que c'est Démocrite. Hein, c'est ça. C'est ça? Ouais. Voilà. Qui avait lancé un débat sur le CP. Alors, Démocrite, lui, pour le coup, le débat était sincère. Après, le problème, c'est que tu as toujours les 10 mêmes haters qui te foutent la merde au milieu, mais tu avais un vrai débat et Démocrite disait, ouais, mais justement, comment, ce que tu parlais, Illico, comment faire ça? Donc, je crois qu'il travaille lui-même, là, sur son site où il a sorti... Il a sorti une version bêta une version bêta, voilà. Mais là-dedans, est-ce que justement, pour vous, ça vous paraîtrait pertinent de faire ça? Parce que qui peut
Parce que tu vois, il y a l'expérience client, mais l'expérience client, elle peut être aussi compliquée, parce que t'en as qui vont dire, ouais, ce coach est à chier, mais c'est parce qu'en fait, ça se trouve, c'est peut-être le joueur lui-même qui a pas fait les efforts, ou c'est peut-être parce que le truc est pas passé, tu vois. Alors, comment, tu fais quoi? Tu fais des joueurs qui analysent les contenus pour donner leurs propres notes, Nico? Bah, je pense que ouais, des joueurs, alors des joueurs de plusieurs plateformes également, enfin voilà, qui sont pas affiliés forcément à une plateforme, sinon forcément l'évaluation va être biaisée. Je pense que c'est aussi les clients, donc les coachés eux-mêmes qui peuvent évaluer. Encore une fois, bien entendu, si tu as un joueur qui n'est pas motivé pour travailler, bah, le coach va pas faire des miracles. Mais moi, c'est pour ça que personnellement, quand je prends un nouvel élève, j'essaie d'en prendre peu, justement pour garder ce côté plaisir, ce côté qualité dans le coaching. J'essaie de savoir, voilà, enfin je fais toujours un entretien avec le nouvel élève et de lui demander quelles sont tes motivations dans le poker, qu'est-ce que tu joues, quel est ton background, et ça me permet de voir si on va pouvoir avancer ensemble. Si je pense que ça va pas être possible, je préfère l'indiquer, enfin le renvoyer vers d'autres coachs, d'autres plateformes, peut-être qui vont plus le convenir, et d'autres styles de coaching aussi. Il y a plein de styles de coaching différents et ça va pas convenir à tout le monde. Donc, mais pour faire une vraie évaluation, c'est super difficile, surtout que ça va être biaisé parce que voilà, enfin, chacun appartient à plus ou moins à une communauté. Il y a voilà, comme tu as dit, il y a des haters aussi qui peuvent dire n'importe quoi. Mais il faudrait réussir à avoir des avis clients certifiés et puis en plus à avoir des personnes un petit peu externes à tout ça qui s'y connaissent dans le niveau de la pédagogie, pas forcément uniquement du poker, et qui pourraient par exemple assister à un coaching en direct d'un des coachs et l'évaluer. Je pense que ça peut être pas mal. Ok. Moi, je pense que c'est très subjectif en fait de pouvoir juger de qui est assez pertinent pour juger telle ou telle plateforme ou tel coach. Je pense que c'est ultra subjectif parce qu'un coach, deux très bons coachs, il y en a peut-être un que tu vas détester parce que sa façon d'amener les choses, sa façon de parler, sa façon de travailler, sa façon de plein de choses, alors que finalement ça va être un très bon coach pour un autre. Du coup, je pense que c'est trop subjectif et j'ai vu ce débat sur le CP. Moi, je trouve que c'est pratiquement impossible et je pense que la meilleure chose, c'est comme dans tout, c'est le bouche à oreille. S'il a une mauvaise réputation, si le bouche à oreille ne marche pas, bah, il va fermer, en fait, personne ne viendra. Tout simplement, et essayer de changer. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je change. Je vais regarder des vidéos sur plein de plateformes différentes. Je vais essayer plein de coachs différents, et puis enfin, c'est surtout ça, ne pas garder le même coach. Moi, quand j'ai des nouveaux élèves qui prennent souvent, je sais pas, 10 heures, ça va être souvent le cas, bah, je vais leur dire de ne pas prendre plus de 10 heures. Mais c'est vraiment le truc que je leur dis. Je leur dis, ne prenez pas plus de 10 heures, essayez de voir autre chose, essayez de regarder ailleurs, garder d'autres horizons et essayer de prendre plein de choses de différents coachs. J'avais vu une vidéo de Adrien Delmas qui avait été interviewé par Lolo, donc mon coach mental, et j'ai trouvé ça super intéressant. Il y avait Adrien Delmas qui disait que toute sa carrière, il a changé plein de fois de coach différents et il prenait quelque chose de chaque coach pour essayer de créer son propre jeu et il retenait vraiment ce qu'il avait envie. Et je trouve que ça, c'est très très bien. Et pas d'être derrière un coach et de mimétisme et d'avoir des œillères et d'être fermé à ça. Et je pense du coup que c'est très subjectif de pouvoir. Qui pourra juger tous les coachs et qui pourra les noter? Je pense que c'est juste le bouche à oreille qui fera Oui, son mais quand tu juges travail. une entreprise ou n'importe quoi, c'est subjectif ton avis. Les avis clients sont subjectifs de manière générale. Ouais, Non, Donc, parce que tu peux regarder la qualité. de Non, parce que manière tu peux regarder générale, la les qualité. avis sont subjectifs tout court. Voilà. Non, parce que si t'as une entreprise qui est dans le bâtiment et qui fait de la maçonnerie, si la maison elle se casse la gueule, bah voilà, c'est Dieu qui fait un boulot de merde. Oui, Si c'est le plus mec en facilement face, il a des prouvable. mauvais. C'est ça que tu veux Bah dire. oui, Quoi. parce qu'en face de toi, si t'as un mec qui fait pas, qui clairement gagne pas d'argent au poker, c'est peut-être pas de ta faute, c'est peut-être de sa faute à lui, parce qu'il s'est pas donné les moyens, parce qu'il a été spew en expresso, parce qu'il a pas écouté tes conseils. Ça, c'est beaucoup Ouais, plus mais compliqué. regarde, moi je vais parler du coaching en particulier. Par exemple, je me suis remis au sport, tu vois, il y a pas longtemps, de manière vraiment intense, et du coup j'ai dû choisir un coach sportif pour m'y aider. J'ai regardé sur un site que je citerai pas pour faire de la pub, mais un site internet très courant où il y a où ça répertorie énormément de coachs différents. Bah, je me suis fié à quoi? Je me suis fié à ce que je pouvais avoir, donc des avis. Je vois pas si la personne a perdu 30 kilos ou pas, mais je me Ouais, mais fie c'est du bouche à aux oreille. avis des personnes. Bah Bah, non, c'est là, du bouche à oreille. oui, mais quand tu connais personne dans le marché du poker, comment tu fais pour avoir du bouche à oreille? Bah, je T'entoures pense déjà. que ouais, tu t'entoures. Et Ça je pense que revient au Twitch. premier point de Romain Haussmann, c'est vraiment c'est hyper important de se créer un réseau rapidement. Et Et ça je doit pense être que une des Twitch. priorités. Et je pense que Twitch est une bonne vitrine pour ça. Et pour les plateformes, et pour montrer un peu ce que va donner le coach en direct. Et c'est un peu entre guillemets, des gros guillemets. Hein. C'est un peu du coaching gratuit et de voir un peu la façon C'est qu'a la marrant, personne de on a eu ce s'exprimer, la débat façon dans de. l'émission précédente sur Twitch avec des Twitchers. Est-il du coaching gratuit? Et c'était plutôt non quand même, parce que les mecs, ils t'expliquent que finalement, ils vont jouer... Enfin, ils vont pas montrer 15% de ce qu'ils savent faire, quoi.
tu Non, vois. c'est sûr, mais tu vois le style de la personne que tu as en face de toi. Tu vois la façon de Tu vois au moins s'exprimer. l'humain. Oui, voilà, tu vas voir un petit peu l'humain et tu vas voir sa façon de jouer aussi. Et je pense quelque chose qui est très important et qui est pas trop fait dans le poker maintenant et que je trouve aberrant, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui cachent leurs courbes et qui cachent leurs résultats. Et je trouve que c'est aberrant de pouvoir cacher ses résultats et de se prétendre coach. Là-dessus, je pense que c'est un gros point de scam. Même si un bon joueur ne fait pas forcément un bon coach, je pense qu'un joueur perdant ne peut pas faire un bon coach. Ok. Bordelais, je t'ai vu lever la main. Ouais, bah du coup, là, je voulais. Ah, du coup, t'as 2 boulettes à mettre, vas-y. Ouais, non. Bah, je sais pas après ce que tu viens de dire, Romain, du coup, parce que comme on a dit, un bon coach, c'est pas forcément un bon joueur, donc en soi, c'est pas grave. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que les élèves aient confiance en leur coach. Faut qu'il y ait un lien quand même qui se crée. Et moi, c'est le gros défaut que j'ai eu en début de coaching, c'est que je prenais des heures, enfin, mes élèves prenaient des heures ponctuelles. Et du coup, ça me plaisait pas du tout en tant que coach. Et aujourd'hui, j'ai vraiment voulu recréer un cocon, un petit peu comme Illico, avec quelques joueurs. Et par contre, je veux les suivre tout le temps. C'est-à-dire qu'ils me donnent un budget au mois. Et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, n'importe quand, je suis là pour eux, pour les accompagner. Et je veux pas qu'ils se disent, bon, ben, il faut que j'en parle à mon coach, mais je vais devoir raquer ou quoi que ce soit, dès qu'ils ont besoin de discuter de quelque chose. C'est-à-dire que là, on part sur un suivi qui est plus particulier, où je vais les accompagner, et ça sera un lien, on va dire, un peu plus proche qui va se créer. Et n'empêche que si après ils veulent aller voir quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il faut avoir confiance en son coach et qu'il y a un lien particulier qui se crée. C'est important. Raphaël. Ouais, je suis d'accord avec Boris qui a commencé en disant qu'il n'y a jamais trop d'offres et je partage un peu ce point de vue-là. On va pas se plaindre quand on achète une voiture ou un téléphone d'avoir le choix. C'est quelque chose qui est super bénéfique, qui crée de la concurrence, de l'émulation et qui au final va amener à un marché qui va être de meilleure qualité. Donc là-dessus, je pense on peut pas trop s'en plaindre. Ce qui est révoltant, c'est le pourcentage de personnes qui sont à la recherche d'un coach ou d'une structure qui sont orientées vers des trucs scamish. Et on peut citer Ah, par exemple... carrément. Ouais, carrément, mais enfin, il n'y a pas de tabou là-dessus, mais on peut Vas-y. citer par exemple Jupoker, je crois que c'était... Ah, de notre ami Dature, là, qui nous l'a bien saigné, lui, ouais. Oui, Dature l'avait bien saigné. Et je ne connais pas toutes les offres de ce type-là, mais il y a quand même une déviation importante des clients potentiels vers ce type de marché. Quand on parle de voiture ou de téléphone, on va jamais vraiment se faire scam en achetant un téléphone, sauf si peut-être on l'achète d'occasion. Ouais, qu'on a acheté Nokia en 2020, ouais, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut combattre absolument. Ensuite, si on est inquiet sur le fait que les gens puissent avoir une formation qui va être d'un peu moins bonne qualité que d'une autre, ça veut dire que il y a quelque chose que les formations de bonne qualité doivent apprendre de ça, c'est être meilleur en marketing, tout simplement. C'est réussir à attirer tous ces clients qui vont vers des formations de moins bonne qualité vers les bonnes formations. Et s'il n'y a pas d'efforts qui sont faits en marketing, je voyais sur le CP, il y a un débat parce que Peanuts a sorti une masterclass et il a fait finir le prix par 7. Bon, ça fait un scandale sur le CP, je comprends pas trop bien pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, quand on a un bon produit, de le mettre correctement en avant aussi. Et c'est de la responsabilité de chacun. Et donc voilà, c'est ma position sur ça. Il n'y a pas trop d'offres, il y a probablement trop de scams et il faut le combattre. Mais jamais trop Et d'offres. est-ce que c'est pas fait naturellement, justement, ce combat vers le scam? Enfin, je pense à YoViral, par exemple, qui a eu des critiques. On voit qu'il y a des critiques qui se font, donc des gens très contents, des gens pas contents. Mais je veux dire, naturellement, on voit que il y a de l'info. Enfin, naturellement, j'ai l'impression que la société va faire cette critique. En train de J'ai dire que l'impression. YoViral est un scam, Boris? Ben non, mais justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de critiques et qu'on va pouvoir faire notre avis. Et par exemple, YoViral, où il y a beaucoup de critiques dessus, je crois que j'ai vu Costa Cop il n'y a pas longtemps, qui a fait 154 gains cette année, qui le remerciait parce qu'il a été formé chez YoViral. Donc après, ça va être à nous d'aller chercher les informations, mais j'ai l'impression que naturellement, on va pouvoir il va y avoir des informations sur les scams qui vont ressortir. On va le voir ressortir, quoi. Donc je sais pas. Je suis pas sûr qu'un jeu poker ait eu autant d'élèves que ça. Je pense que Ouais, je sais même pas qui c'est, moi. Ouais, Moi non plus. enfin, moi j'ai suis vite fait, mais je pense que vraiment ça se régule tout seul. Je pense que c'était vrai il y a peut-être quelques années quand il n'y avait vraiment pas beaucoup d'offres. Maintenant, les grosses écuries quand même sont bien mises en avant et je pense qu'il y a un problème si un jeu poker passe devant un Spin Elite,
un spin for win, un Julien RQT ou un Nutser, même si c'est un peu différent. Je pense qu'il y a quand même un gros problème si un jeu de poker passe devant tout ça, quoi. Je pense que c'est plus vrai maintenant. Non, je vais faire simple. Déjà, y a-t-il trop de propositions de coaching? Déjà, coaching, il faut vraiment dissocier le fait que du contenu, masterclass, des vidéos, c'est pas du coaching. Il y en a plein qui font des erreurs. Il y a même des coachs qui font des erreurs. Ils disent des vidéos de coaching. Déjà, on peut pas associer ces deux mots parce que vidéo, ça veut pas du coaching. Le coaching, c'est une interaction, c'est un accompagnement d'un projet personnel sur du moyen long terme. Donc, on est mort sur les vidéos, on est mort sur les masterclass. Et évidemment, heureusement d'ailleurs, parce que les masterclass ou les vidéos, si on regarde le prix de ce contenu au final, hein, on est en train de parler, allez, le plus cher, ça va quoi, jusqu'à 2000 euros si on prend de l'international. C'est les premiers prix, c'est peut-être 50 euros sur des abonnements mensuels sur des vidéos. Et donc, le prix, effectivement, si on faisait, j'aime bien, moi, je sais pas si ça vous parle, cette image de Matrix. J'adore ce film où j'aimerais bien, d'ailleurs, je rêverais d'avoir ce genre de machine où tu mets ta disquette, tu choisis une compétence, tu veux apprendre le karaté, tu mets ta disquette, paf, t'es champion de karaté. Ça, c'est génial. Et ben, imaginez qu'on puisse faire ça avec juste 50 euros ou 2000 euros. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la valeur d'une compétence, elle est énorme. Donc, évidemment qu'une masterclass ou des vidéos de contenu, c'est pas du coaching et ça vous apprend pas à pratiquer et maîtriser une compétence, ça vous donne de la théorie. Et ça, les gens ont encore très mal compris et je pense aussi que c'est pour ça que les gens ont créé ce biais, pensent qu'il y a trop de propositions de coaching, parce qu'ils mélangent tout. Et ils n'ont pas conscience que ce que c'est que le coaching et ils n'ont pas conscience que c'est une différence entre contenu et coaching. Et du coup, les gens, quand ils achètent leur masterclass, ils disent bah cool, je vais être super fort. Mais le problème, c'est que pour tirer profit d'une masterclass ou de quelconque contenu, des vidéos, eh ben, il faut avoir des compétences spécifiques. En l'occurrence, le human learning, on peut le définir aussi comme apprendre à apprendre. Ces compétences-là, avoir la capacité de s'auto-coacher, au final, il y en a très peu qui l'ont. Et c'est pas inné, ça s'apprend, ça s'acquiert, c'est des réelles compétences. Et si on n'a pas ça, bah, tu peux prendre le contenu que tu veux, tu vas pas acquérir grand-chose. Donc du coup, tu vas acheter des masterclass, tu vas acheter des contenus de vidéo, enfin, où tu n'es pas obligé de les acheter, d'ailleurs, on a des gratuites, et ta marge de progression va être catastrophique. Et je termine là-dessus sur le lien qu'il y a avec le sujet de tout à l'heure sur le fait que Romain Beer disait que prendre un coach de très haut niveau, c'est très cher. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de propositions différentes pour coacher. Notre sœur, à la base, on propose du sharing profit. C'est le même système, ça existe aussi dans les VC, dans les mondes de l'entrepreneuriat, de partage de l'équité. Hein, c'est pas nouveau, hein, ça n'a pas été découvert par le poker, c'est découvert par le monde en général. Et ben justement, quiconque n'a pas les revenus financiers pour pouvoir se payer des coachs, il a la possibilité de faire des deals différents. Donc, c'est un faux problème, l'argent. Et après, effectivement, il y aura toujours le mec qui se dit je préfère m'acheter une belle voiture, c'est quand même plus intéressant que d'acquérir des compétences. Mais bon, ça se regarde, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Sur l'histoire, ce que vient de dire Romain, sur le côté on confond trop vidéo et coaching, vous êtes tous d'accord? Ouais, moi, clairement. Ouais, oui, je suis d'accord. C'est totalement différent. Tout le monde est OK là-dessus? OK, bon, très bien. Bon, écoutez. C'est d'autant plus vrai sur les vidéos quand tu regardes des Twitch ou du divertissement de manière générale, où là, effectivement, c'est vraiment très, très différent par rapport à un truc vraiment personnalisé où tu poses ton problème et la personne t'aide à réfléchir à ce problème. OK, les amis, écoutez, c'était passionnant. On va faire 4 émissions.